On vient de se faire braquer par les flics. On n'en peut plus des checkpoints. Pourquoi là, sur ces 30 bornes, il faut une escorte militaire quoi? Est-ce qu'on serait pas à nouveau sous escorte? Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le troisième et dernier épisode sur l'Irak. On est en route pour Hatra, qui est un complexe situé entre le Tigre et l'Euphrate, qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. Là, on vient d'arriver dans la cité d'Hatra, qui est une ville qui date d'à peu près 200 après Jésus-Christ, qui a été un gros centre pour une des premières villes perses. Non, pas du tout. Si tu m'as rien donné, Bibou. J'ai tout lu dans la voiture. Bah ouais, mais c'était il y a 1 heure. Bon, je fais moi. Oui. Allez, viens. Donc en effet, Bibou a bien mentionné que c'était une ville qui datait de 200 après Jésus-Christ, d'après ce qu'on a vu. Elle est en gros un carrefour de civilisation, puisqu'elle est à la fois influencée par les Parthes et pas les Perses, par les Grecs et par les Romains. Pour développer nos maigres connaissances, Hatra était la capitale du premier royaume arabe. Elle avait une réputation de ville imprenable grâce à ses doubles fortifications qui lui ont permis de résister à 2 sièges romains importants. Et elle était également située sur des routes commerciales et militaires très importantes. Ça lui a permis de concentrer beaucoup d'influences différentes, à la fois parthes, à la fois romaines, à la fois grecques. Premières impressions? C'est vraiment sublime. On est dans la partie la plus petite, la moins ouvragée, il semblerait. C'est vraiment fou et le fait d'être seul, c'est vraiment très très cool. Notez que si vous souhaitez visiter cet endroit, vous devez prendre vos billets depuis Mossoul, passer 5 checkpoints qui vous demanderont à chaque fois vos billets et vos passeports et ensuite vous pouvez aller. C'était un long process pour nous aussi. Comme dans l'épisode précédent, on ne peut pas parler de tout ça sans vous parler de l'impact que Daesh a eu. Dans le cas d'Hatra, en fait, ils ont vraiment fait des vidéos de propagande où ils détruisaient les statues, des édifices. Je voyais les images circuler quand j'étais ado, je me suis dit, putain, c'est fou, genre, ça me rendait dingue déjà. Et là, après, quand j'y étais, je me suis dit, putain, c'est vraiment très con parce que le site est sublime en dehors de ça. Et en continuant les recherches sur ce site, on s'est rendu compte qu'il a aussi été utilisé comme base d'entraînement militaire, justement pour Daesh. Et ça a conduit à le mener à être classé comme patrimoine mondial en danger en 2015. On l'a vu, nous, il y avait énormément d'impact de balles sur les murs, à tel point qu'on s'est dit, mais il y a eu des fusillades mises en scène ici. Et en fait, peut-être, mais surtout, c'était un camp d'entraînement, quoi. Heureusement, entre 2019 et 2022, il y a des organisations et des associations qui se sont attelées à la rénovation, à la restauration du site. Nous, quand on y était, franchement, il n'y avait rien à redire. Il y avait, franchement, très peu d'endroits délabrés. Tout était hyper bien restauré. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations au sujet de la restauration, tous les liens des sources sont disponibles en barre d'infos. Ça te plaît? Ah ouais, carrément, c'est ouf. C'est légèrement orné autour, etc., autour des colonnes, autour des iwanes. Et surtout, c'est genre gigantesque. Les portes qui s'enchaînent et c'est genre fou. Il y a des temples partout. Ça a l'air de ce qui reste le plus debout. Oui, c'est incroyable. Ça va mon gros Savaka? Tu vas y bien confortable. On vient de sortir de Hatra. Oh. Allez-y, franchement. C'est absolument majestueux. Et c'est tellement immense. Genre, les proportions sont tellement loin de ce qu'on connaît, je trouve. Hein. Enfin, j'ai rarement vu une hauteur sous plafond comme ça, aussi vieille, de 2000 ans là. Si haute. En tout cas, après Mossoul, ce lieu, ça a vraiment été un sacré coup de cœur pour nous. On a vraiment adoré cet endroit. On y a passé des heures. On était absolument seuls. Et malgré tous les dégâts, ça reste très impressionnant à voir. Et on a vraiment adoré. On recommande si vous êtes de passage là-bas. Ce soir-là, après la visite de Hatra, on se dirige plus au sud parce que comme vous l'avez vu sur la carte, Hatra c'est quand même bien au nord. Donc on se dit qu'il est quand même temps d'avancer. Et notre prochain objectif, c'est Samarra. Pour le faire rapidement, c'est une ville sainte chiite qui est extrêmement importante pour ce courant religieux de l'islam, puisqu'à Samarra, il y a 2 imams chiites qui y sont enterrés. Et donc, à Samarra, on veut y aller pour 3 raisons. Parce qu'il y a 2 minarets qui sont uniques au monde. Un qui est abandonné et un qui est en pleine ville en restauration. Et surtout, il y a le sanctuaire Al-Askari qu'on veut absolument voir. Sauf que Samarra, apparemment en arabe, ça signifie celui qui est heureux d'être vu, ou un truc du genre.
Sauf que nous, en fait, en voyant Samara, malheureusement, on n'a pas été comblés de bonheur parce qu'il nous est arrivé une succession de petites emmerdes qu'on vous raconte maintenant. On n'en peut plus des checkpoints. Là, ça doit faire 2 heures qu'on roule, on en a eu 10. Je déconne pas. Oh, le facile. Facile. Et on va sur le côté, on monte nos passeports, on dit qu'on est mariés, qu'on veut pas d'enfants, que je suis sa femme depuis 2 ans. Et genre, c'est interminable. Et chaque arrêt, toutes les, je sais pas, 10 minutes, Ils sont très gentils en vrai, chaque fois ils disent que c'est pour notre sécurité, etc. Juste c'est très long, ils nous demandent à chaque fois où on va. Là on a eu le malheur de sortir de l'axe principal qui va entre Mossoul et Bagdad, du coup ils savent plus pourquoi on va par là-bas. Faut toujours un peu genre mentir et dire ouais non mais je vais par là-bas, et en fait ils veulent juste qu'on parte de chez eux quoi. Enfin dans le sens, part de leur zone et de leur responsabilité quoi. Et ils se rendent pas compte, genre là vraiment on a eu un checkpoint un peu long, on a passé un échangeur, on a eu un autre checkpoint. un peu long, c'est interminable. Et surtout, genre, il n'y a aucune transmission. Genre, on pourrait se dire, ils vont communiquer entre chaque checkpoint. Après, ils arrivent. Pas du tout, quoi. Après, peut-être parce qu'on respecte pas la route qu'on donne aussi. À l'issue de cette prise de parole dans la voiture, on se rend compte qu'on vient de rentrer dans un tunnel de checkpoint. En fait, en Irak fédéral, c'est impossible de circuler librement. Il faut toujours justifier son déplacement, où on va, etc. Et dès que c'est de nuit, c'est aussi encore plus compliqué. Et là, surtout à Samara, on va découvrir un tunnel dans le tunnel. C'est les escortes militaires. Et ça, on n'était vraiment pas prêts. Il est 23h, nous sommes épuisés. On a fait une dizaine de checkpoints. Nous sommes arrivés à un checkpoint absolument casse-couillon. Ils nous ont pris nos passeports. Et là, ils nous demandent où on veut aller. On dit Samara. Et là, non, Samara, c'est pas possible. Et on découvre au fur et à mesure qu'ils ont dépêché une escorte. On ne peut pas aller à Samara seul. Il faut qu'il y ait une voiture de police qui soit avec nous. Pourquoi là, sur ces 30 bornes, il faut une escorte militaire quoi? C'est juste, alors ils nous bloquent et du coup ils sont en mode non, non, vous attendez ça et tout le monde roule normalement, on n'a jamais eu aucun souci. Tout le monde dit non mais il n'y a pas de souci, mais en même temps faites attention. À l'issue d'un énième checkpoint sur la route de Samara, on veut s'arrêter pour dormir et visiter le lendemain du coup le minaret abandonné qui est un peu hors de la ville. Et là, on se rend compte que ça va être un peu plus compliqué de prévu. On se fait arrêter comme d'habitude, on nous demande les passeports, où on va. Et on voit que ça prend un peu plus de temps, que là, ils contrôlent, ils passent des appels, etc. C'est très bonne ambiance, mais on sent que ça traîne un peu et on commence à poser des questions. On comprend très vite qu'on pourra jamais dormir au minaret abandonné parce que c'est trop dangereux, on sait pas trop pourquoi. Et donc, ouais, on attend. On est abreuvé de thé et de cigarettes. C'est vraiment adorable à chaque fois. En vrai, les checkpoints se passent toujours super bien en termes de liens humains. Mais c'est toujours hyper incertain. Et à un moment, on finit par comprendre qu'on attend une escorte militaire qui vient donc de Samara en voiture, qui fera un aller-retour expressément pour venir nous chercher. On se résout à attendre cette escorte. Vous avez le minaret devant vous. Le minaret qu'on peut visiter depuis 2 heures maintenant. Ouais, regarde, il y a des 4x4 partout, jamais on aurait pu y aller par nous-mêmes. Et aussi, surtout, en partant du checkpoint du premier qui nous a arrêtés, on s'est dit, une fois que l'escorte arrive, on va filer tout droit à Samara. Et non. Et eux aussi se font arrêter à chaque checkpoint. Même les checkpoints avec les flics, ça passe pas, genre, même avec eux, genre, c'est vraiment, on est en train de péter un câble, genre, il est juste 23h. Dès qu'on passe un endroit, il y a nos passeports qui sont pris, machin, c'est genre juste giga oppressant. Et donc, ils doivent justifier qui on est, pourquoi ils sont avec nous, et on doit remontrer les passeports aux militaires du checkpoint. Et c'est vraiment super long. Et on pensait qu'elle allait nous emmener dans un parking, tout ce qu'il y a de plus basique, en fait, juste nous amener dans la ville et après nous lâcher comme ça. On s'était renseigné parce que forcément, on regarde les autres voyageurs ce qu'ils font. Ils avaient noté un parking où on pouvait dormir. On s'est dit, ok, on va aller là-bas. Et du coup, moi, je tourne pour aller là-bas, sauf que du coup, la voiture part. Attends, t'es en train de fuir l'escorte, c'est ça qu'il faut dire avec des vrais mots. Mais parce qu'on était à Samara. Et on se fait gronder. Ah ouais, de ouf. On nous amène devant un espèce de commissariat clôturé de toutes parts. Qui s'avère être en fait l'entrée du parc où il y a un des 2 minarets qu'on voulait voir. Qui en plus est en rénovation, donc de base on peut pas le voir, mais là du coup on a dormi dedans. Et on attend. Et là pour le coup on a attendu hyper longtemps en bordure de route devant un grillage qu'un gars vienne nous ouvrir. Et en fait du coup on s'est retrouvés à se faire complètement materner par des gardes qui étaient hyper mimes, mais genre nous on était excédés à ce stade de la soirée, genre on n'en pouvait plus d'avoir aucune info et de se faire juste pouponner de cette façon, genre on avait horreur de ça. Et genre les gars ils sont allés pousser le délire jusqu'à vouloir mettre la voiture devant les caméras de surveillance pour qu'on soit vraiment dans leurs écrans. Et après, le lendemain, j'ai découvert que comme on avait refusé de se mettre dans l'axe de la caméra, ils avaient déplacé la caméra pour qu'on soit dans l'axe. Genre, les gars étaient complètement barjots pour notre sécurité. Et c'est genre gentil, mais c'était beaucoup too much, quoi. Genre, en plus, on était à côté de leur porte d'entrée. Genre, ça n'avait aucun sens. Mais tout le monde a été très gentil avec nous, mais juste, en fait, c'était pas très agréable pour nous parce que juste, c'était trop. Et là, on s'est pas trop rendu compte dans quoi on mettait les pieds. Du coup, on s'en rendra compte le lendemain. Mais c'est vrai que, en fait, sur le coup, on s'y attendait pas du tout et ça nous a vraiment, vraiment surpris.
Du coup, on est quand même garé devant le minaret de Samarra, qui est donc en vrai ce pourquoi on se bat depuis le début. Il y en a 2 initialement et bon, on pourra pas voir le premier, mais on verra celui-ci. Donc on va aller faire ça aujourd'hui. Mais la nuit qu'on a passée et juste le contexte et cette matinée où genre on est dans une base, on a l'impression qu'il faut genre tout demander, etc. Bref. Ce sera pas la meilleure partie du voyage, mais ça a l'air de se terminer donc c'est cool. Le lendemain, on l'a donc bien compris, le minaret abandonné, c'est pas possible de le visiter, de toute façon il est trop loin maintenant. Donc on se rabat sur le minaret qui est en rénovation et qui est globalement au pied de la voiture. Donc ça c'est une giga chance. On a pu le visiter toujours sous bon contrôle de nos amis militaires qui nous suivaient de très très proche. Et ce minaret en fait c'est une giga dinguerie, c'est un des minarets avec une forme les plus originales du monde musulman. C'est une forme hélicoïdale, donc vous le voyez sur les images, il y a une espèce de grande rampe hyper régulière qui vient enserrer le minaret et qui lui donne un aspect hyper mésopotamien en vrai. Et surtout à côté, il y avait l'enceinte de la grande mosquée de Samarra qui du coup n'existe plus, il n'y a plus que le mur d'enceinte. Mais pareil qui était immense et on a eu l'occasion de pour le coup pouvoir y entrer grâce à nos amis les militaires gardiens. Donc pour ça on les remercie. On vous parle de Daesh, mais il faut aussi beaucoup parler des Américains qui ont fait pas mal de dégâts en Irak. Là en l'occurrence, après l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis pour une raison fallacieuse, ils se sont dit que escalader le minaret pour en faire un espèce de mirador et surveiller la ville, c'était une bonne idée. Non, ça a donné lieu du coup à un bombardement intentionnel du minaret justement pour buter les Américains. Et donc ça a abîmé le minaret. Et ça c'est pas cool. Et entre temps il a été rénové. Et cette petite anecdote nous permet de nous introduire à davantage d'histoires de bombes à Samarra parce qu'en fait c'est une zone qui est vraiment très sensible. On s'en rendait pas compte en arrivant, mais donc plus on avance dans la journée, plus on se rend compte de pourquoi il y a eu l'escorte la veille. Donc là, on est toujours à Samarra et c'est très sécurisé. Parce que du coup, en l'occurrence, en 2006, il y a eu un attentat perpétré par Al-Qaïda, Al-Qaïda qui est donc une branche sunnite, à l'encontre du sanctuaire Al-Askari et qui a donné lieu du coup à l'explosion d'une bombe qui a détruit la coupole de 20 mètres de diamètre du sanctuaire, qui était, il me semble, à l'époque l'une des plus imposantes du monde musulman. Et cet attentat, il a vraiment cristallisé une tension confessionnelle entre les chiites et les sunnites. On se permet une petite correction de notre feedback, puisqu'en fait, il y a eu un attentat en 2006 qui a donné lieu à une guerre confessionnelle en Irak, mais également en 2007, c'est la photo du monde que vous allez voir par la suite, qui a causé l'explosion des 2 minarets restants le 13 juin 2007. D'autre part, en 2011, 2013, 2015, il y a eu des attentats suicides, des voitures piégées, ceci causant des centaines de morts et des milliers de déplacés. Ça explique aussi pourquoi tout le monde était hyper stressé hier. On a vu tout le long des pistes qui pouvaient quitter la route, des 4x4 avec genre des tourelles, des calages et tout, et genre beaucoup plus qu'ailleurs et ça a l'air d'être très tendu. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas ce contexte-là, alors maintenant ça explique un peu plus les choses. En tout cas, ça a l'air d'être absolument sublime et rien que l'extérieur, si je dois uniquement voir l'extérieur, est magnifique alors. Il y a plusieurs dômes et tout décorés différemment. Ça va être très beau, on vous emmène avec nous. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, c'est le 24 décembre. Donc nous, on va fêter probablement le réveillon à Bagdad. Il y aura sûrement rien. Mais on se fera un petit resto ou un truc juste pour marquer le coup entre nous. Mais voilà. Donc joyeux Noël à tous. Qui dit joyeux Noël au bibou? C'est joyeux Noël! Depuis le début, on vous parle beaucoup de sunnites et de chiites. Alors même si on est loin d'être des experts, voici un petit cours rapide. Les chiites pensent que la succession du prophète est Ali, le gendre et cousin de Mahomet, et les 12 imams qui lui succéderont. Les sunnites ont un fonctionnement moins clérical. Ils ne reconnaissent pas d'intermédiaire infaillible entre Dieu et les croyants et se fient uniquement au Coran. Et donc ces 12 imams, ils ont tous des tombeaux, que ce soit en Irak, en Iran ou en Arabie Saoudite. Et du coup, il y a 11 tombeaux parce que le 12e n'est officiellement pas mort. Et du coup, les chiites attendent son retour. Le 12e imam, on dit qu'il est en occultation, mais que quand il apparaîtra, du coup, il sauvera la terre de tous ces maux et il rétablira la justice et la paix. On l'attend. On est rentré dans la mosquée, dans le quartier de la mosquée. C'est une dinguerie, genre, on est complètement perdu. C'est fou le nombre de personnes qu'il y a. Ça a l'air d'être un lieu extrêmement important, donc on se fait si possible. On m'a prêté une robe. On n'a pas pu filmer l'intérieur, mais c'est la plus belle mosquée du monde. Chaque vidéo, il nous l'ont fait. Non, c'est incroyable. Pour le coup, là, il y a vraiment un jeu de miroir, etc. Et c'est genre... On vous mettra des photos quand même. On n'a pas pu filmer ni l'un ni l'autre. On était quand même séparés, évidemment.
Moi, on m'a pris ma cam, toi, t'as. Non, on se faisait taper sur les doigts. Dès qu'il y a quelqu'un levait un téléphone, il se faisait taper sur les doigts. Mais littéralement, je veux dire, Avec une baguette, genre. Et c'est ouf, il y a plusieurs parties. C'est magnifique, quoi. Honnêtement, cette ville, on a adoré le minaret et le sanctuaire, mais c'était quand même très badant. Il y avait des militaires absolument partout. Enfin, rien que déjà l'arrivée était sous tension. Après, dans la ville, il y avait des militaires partout. Tous les quartiers étaient bloqués. Pour rentrer dans le sanctuaire, il y avait des fouilles, plusieurs fouilles. Et on a été séparés en plus forcément parce qu'on rentre pas au même endroit. Et c'était assez intense. On s'est pas senti en danger, bien sûr, mais c'était quand même très pesant l'ambiance et on sentait vraiment qu'il y avait un problème. Une fois dans le sanctuaire, ça allait, mais tous les abords, c'était assez impressionnant. En quittant la ville, on pensait pouvoir passer le réveillon de Noël, donc le 24 décembre, tranquillement, à Bagdad ou sur la route. Et comme d'habitude, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Hello, hello! Est-ce qu'on serait pas à nouveau sous escorte? En partance pour se trouver un coin tranquille pour pas qu'on soit sous escorte militaire ce soir et pour fêter Noël tranquillement. Et ben on s'est fait choper par du coup la Chevrolet qui a dit suivez-nous jusqu'à Bagdad. Et on a bien vu hier que quand on fait de la résistance et qu'on explique que ça ne nous convient pas, les gens n'ont globalement rien à faire et perdent plus de temps à appeler le leader compétent. Donc maintenant on sourit, on dit oui et on se dit que voilà, on aura vu ça de l'Irak et que bah, c'est la réalité du pays actuellement et que bah, tant pis. Finalement, à l'issue de cette escorte, on arrive à Bagdad à 23h. On se parque vraiment à côté d'une 3 voies, et on a mangé des pâtes en regardant un Mixem. Je pense que c'était le réveillon le moins réveillant de ma vie. Mais bon, dans le thème du voyage, donc c'était très bien. Bonjour! On est le 25 décembre, joyeux Noël! Nous, ce matin, on est allé au garage. Et on est tombé sur une petite pépite de gentillesse qui est Alain, un super garagiste qui nous a réglé nos problèmes très vite et très efficacement et avec beaucoup de professionnalisme et qui nous a même lavé notre voiture pendant qu'on partait chercher de l'argent qui d'ailleurs n'a pas voulu. On est très contents. Moi je suis un peu malade et je suis exténuée par et toi Bibou pareillement par tous ces micmacs militaires. Donc c'est très éprouvant, on vous le dit énormément, mais on n'a qu'une hâte, c'est de se poser en nature sans que personne ne nous dise rien. mais c'est impossible. Le garage était à la périphérie de la ville, on s'est dit partons de la ville. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'être la plus belle des villes pour le coup en Irak. Ouais mais il y a des palmiers, un coucher de soleil. Les militaires attendront. Zuko nous a rejoint pour découvrir l'Irak parce que d'habitude elle est à l'arrière mais là elle avait envie d'être devant. On vient de se faire braquer par les filles. Genre prom 2. Il est 1h du mat. On dort depuis 17h parce qu'on est genre vraiment éclatés. Ils sont venus une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois genre ils secouent la voiture, ils toquent. Et là genre on a vraiment pété un câble. Et le gars il fait pas de Yoren, vie de R. Tawen se fait braquer genre. Ah oui, je suis sorti. En fait, il nous a dit open the door. Et on lui a dit genre on s'habille, non genre. Et juste il tirait sur les poignets, on était en mode genre stop. Ah ils sont vraiment... Et là il a crié genre les mains en l'air. Je pense que le gars il a attendu ça toute sa carrière. Il a eu ça dans tous les films américains, il s'est dit c'est parfait. Il est sorti, il a dit mets-toi, éloigne-toi machin et tout. Et il a dit fais sortir ta femme. J'étais en mode elle est pas habillée, t'es en mode 10 minutes s'habiller, t'es en mode je parle anglais moi aussi. Et à la toute fin il a fait sorry for all that. À Cap dans tous les pays franchement genre juste... Vous êtes très mimes mais vous faites juste peur, genre arrêtez de braquer les gens qui veulent dormir, il est 1h du matin, bien sûr qu'on a le mort. Bref, donc il va essayer de transmettre l'information à toutes les voitures de police pour qu'elles arrêtent de venir nous casser les burnes. Là c'est une parole en ce moment. Ils font plus peur que l'endroit qui n'est pas safe, genre c'est eux qui font peur. Bon, cette scène parle pour elle-même, c'était complètement lunaire, c'était vraiment genre vivre une perquisition sans avoir été averti de la perquisition. Franchement ouais, genre c'était... Là on rigole et tout sur les images, mais en vrai c'est giga choquant. En mode ce mec franchement a juste perdu ses moyens. Alors oui peut-être que refuser d'ouvrir la porte parce qu'on est en train de s'habiller c'est une faute de notre part. Mais honnêtement quand c'est la 4e patrouille qui vient secouer ta bagnole et que tu dors en Irak fédéral au bord d'une route, tu l'as vraiment très très mauvaise. Donc pour donner un peu de chronologie de cette histoire, en fait le matin on a fait un garage, on a quitté Bagdad, on a roulé pas longtemps parce qu'on voulait visiter un autre site le lendemain. On se couche à 18h pour vous dire à quel point on était fatigué. Ouais. Et là, on se fait réveiller une première fois. Du coup, ils toquent, ils demandent nos passeports, ce qu'on fait là, etc. On demande si ça pose problème. Ils disent non, pas de souci, vous pouvez rester là. 1 heure après environ, il y a une deuxième patrouille qui vient. Donc rebelote, les mêmes questions. 1 heure encore après, il y en a une troisième qui arrive.
toujours pareil, on commence à en avoir un peu marre. Et là vient la 4e, où en fait la personne est assez nerveuse. Et nous on en a marre, on est excédés. Et le gars crie du coup, ouvrez la porte. Je lui dis non, attends, on s'habille. Je pense qu'à travers la voiture on entendait juste non. Ce qui était quand même le fond de ton propos. Voilà, Foutez-nous du la coup paix. il s'est agacé, il tirait sur toutes les poignées. Et au bout d'un moment il a dit sortez tous les mains en l'air. Et du coup je mets mon pantalon à l'envers. Mon pantalon il est à l'envers et je lui ai montré lui. Je sors et je vois qu'il a le pistolet, vraiment son pistolet de service braqué sur nous. Et je lui dis de se calmer, etc. Il me dit taisez-vous. Il s'est un peu calmé, il a demandé ce qu'on voulait. Mais en fait, surtout, je voyais quand il nous pointait l'arme dessus, il tremblait énormément. Il n'était pas du tout à l'aise avec cette situation. Et même après, en fait, quand il regardait nos passeports, il était vraiment pas du tout serein. Et après, il a voulu s'excuser en disant oui, c'est le protocole, etc. Juste, on n'est pas habitué à voir des voitures comme ça ici. C'est pour ça, vous comprenez. Il nous a donné son numéro. Et surtout, on lui a dit à tout le monde d'arrêter de nous embêter, que genre la ville n'est pas très grande. Je veux dire, il va pas y avoir 50 patrouilles non plus. Dites-lui, il y a des gens qui dorment là, on veut plus être dérangés. Ça a quand même été le dernier à nous déranger. Ils sont restés très longtemps, ils nous ont offert à manger comme vous avez vu. La police est revenue avec des cadeaux pour s'excuser de t'avoir braqué. Le mec sait plus où se foutre. Le commissaire Hussein, il sait plus où se foutre. Il est trop désolé. Il est trop. Genre, le gars, il est en mode oui, désolé et tout. Je vais dire aux autres que vous êtes des touristes. Et là, le gars, il a dit ouais, vous voulez du thé, vous voulez de la nourriture, vous voulez des trucs. J'ai bien dit non, on a tout, on a mangé. Et après, il dit oui, désolé, vous savez, on n'est pas habitué de voir ce genre de voiture ici. C'est pas une raison pour braquer les gens dedans. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le lendemain, il n'a pas voulu récupérer ses fichus plats en inox qu'il nous avait pourtant laissé la veille. Non, ouais, les hommes avec des pistolets, c'est pas très malin, quoi. Rizuko. Ah, t'écrases tout. Le lendemain de cette nuit chaotique, on se dirige quand même vers le monument qu'on souhaitait visiter. Finalement, c'est un peu cher, on a un peu la flemme, donc on ira juste contourner ce monument. C'est un héritage important de l'architecture perse, qui est plus précisément issu de la dynastie des Sassanides. Voilà, ça vous dit rien, ça me dit rien non plus, mais c'est ça. Mais vous avez un. Enfin, on a trouvé ce qu'on cherche depuis qu'on est arrivé en Irak, à savoir un endroit où on est seul et où les flics ne viendront pas nous chercher. Et on pouvait pas mieux tomber, on est vraiment au bord du Tigre. Il y a plein de petits oiseaux et on est dans des espèces de... Dans cette zone-là, il y a des espèces de petites piscines artificielles dans le fleuve avec de l'élevage de poissons. C'est très calme et on va pouvoir manger, surtout travailler. Je vais vous faire des petites images, c'est vraiment très mimes. Et on espère que cette paisibilité va durer. Petite question, et vous allez nous répondre dans les commentaires, comme ça on crée de l'interaction. À votre avis, depuis combien de jours n'avons-nous pas pris de douche ? Arrête, non, dis pas ça. Indice, la dernière douche était dans un pays autre que celui où nous sommes. Est-ce que le Kurdistan est un pays à part entière ? On vous en laisse le seul juge. On est en train de découvrir le bonheur des routes secondaires en Irak. C'est un checkpoint, sans personne. Et là, c'est vraiment la van life comme on aime. Être seul. Parle pas trop vite, hein, je veux dire, on n'a pas fait tant de bornes. J'aimerais trop vous filmer un checkpoint pour que vous ayez la vision. Mais genre, je me suis fait épingler en photographiant le consulat français à Erbil. Et je me suis fait gronder par 6 militaires et un gendarme français. Et c'était vraiment pas agréable comme moment. Alors je vais pas tenter le diable à nouveau. Il y a un mirador en face de nous. Ouais, j'allais dire. Je vais vous filmer ça quand même. Après cette pause bien méritée au calme, on prend la route de Hilla qui abrite les ruines de Babylone, un site très important en Irak qu'on avait vraiment hâte de visiter. Là, on vient d'arriver à Babylone, qui est du coup l'ancienne ville mythique. Et apparemment, c'était très restauré, un peu mal. Et on va voir tout ça.
Là, on vient d'apprendre que la porte qu'on vient vous de filmer, là, la porte d'Ishtar, qui est du coup là, le symbole un peu de Babylone, enfin, en tout cas moderne, parce que c'est une grande porte bleue qui est magnifique. En fait, ça, c'est une reconstruction qui a été faite par l'ancien président. Dictateur. Et en fait, l'original a été prise par les Allemands lors de fouilles archéologiques. Je sais pas en quelle année, parce que Bibou m'a pas laissé le temps de me renseigner assez, et m'a tout de suite braqué la caméra dessus. Et du coup, c'est exposé à Berlin. Et là, en fait, c'est un guide qui nous a appris ça. Moi, je pensais juste que c'était détruit. Et non, ça a été pris par les Allemands, pièce par pièce, et reconstruit à Berlin. Et plus on voyage, plus il y a plein de trucs qu'on est censé voir sur site qui sont en fait à Pétaouchnok, dans des pays européens ou aux États-Unis. Ça nous agace de plus en plus. On n'arrête pas de dire que la colonisation c'est du passé, etc. En tout cas la colonisation traditionnelle. Mais en fait ça passe aussi par le fait de renvoyer les œuvres qui ont été saisies illégalement aux pays qui en sont les justes possesseurs. On s'est rendu compte qu'en fait, Saddam Hussein, il a restauré mal ce complexe de Babylone à partir de 1978 pour en faire la représentation physique de son pouvoir. Et surtout, Saddam Hussein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a apposé son nom sur pas mal de briques du monument en disant que Saddam Hussein a rénové tel endroit à telle date, comme l'ont fait du coup les gens qui ont vraiment construit cet endroit à Babylone. Et en fait, lui se disait descendant de la dynastie du coup des Assyriens. Et surtout, ce qu'il a fait comme dinguerie, c'est qu'il a construit un de ses palais sur une colline artificielle qui surplombe tout le site archéologique. Et donc, c'est vraiment un truc de mégalo. Hein. Ouais. Ce palais a servi de QG aux Américains aussi pendant un moment. Les dégradations du site de Babylone ont empiré à la suite de l'invasion de l'Irak en 2003 par les armées américaines. En effet, le site de Babylone est retenu pour établir le camp Alpha, une base militaire américano-polonaise de 150 hectares pour au moins 2000 soldats, comprenant notamment un héliport militaire. Les activités militaires ont endommagé certains édifices à cause du passage des véhicules militaires, hélicoptères et blindés à chenilles. Et ça a surtout retardé les fouilles qui auraient pu être faites sur ce lieu pour mieux comprendre les civilisations qui ont occupé Babylone. Bref, décidément, les États-Unis font tout sauf ce qu'il faudrait faire, et ça se confirme encore aujourd'hui avec leur invasion récente de l'Iran. Si vous suivez l'actualité, c'est quand même criant de ressemblance et avec l'Irak et avec l'Afghanistan. On est d'un point de vue personnel très agacé par tout ça, et on vous enjoint à beaucoup vous renseigner pour pas vous faire happer par la manipulation des médias occidentaux. C'est quand même dommage que les reconstitutions soient faites extrêmement mal et avec des mauvais matériaux. Là, la rénovation elle date des années 90, donc ça a 35 ans, et c'est déjà en très mauvais état, alors que c'est des murs qui ont 2000 ans, 2500 ans. On passe de déception en déception, et c'est l'ancien endroit où il y avait la tour de Babel du coup. Il n'y a plus rien. Là donc on vient de finir la visite, ça nous a pris à peu près 2 heures. On a bien aimé mais sans être enchanté honnêtement. Il y a beaucoup de choses reconstruites et c'est vraiment pas très beau, c'est très crade. Il y a beaucoup de zones juste laissées, on dirait qu'on fait juste un urbex et c'est bizarre. Au sujet de cette visite, on était un peu mitigés entre la porte qui a été volée par les Allemands, les rénovations vraiment foireuses de Saddam Hussein et son palais qui est du coup au-dessus du site. On avait juste l'impression de se balader dans un mauvais décor de cinéma. Et c'est vrai qu'on a été un peu déçus, surtout moi je pense. Ouais, ça se sent parce que quand j'y on attendais parle. beaucoup. Si vous vous souvenez, à Samarra, on a visité 2 tombeaux d'imams chiites. Là, on se dirige vers Najaf, qui accueille le tombeau du premier imam, donc Ali, qui est le cousin et le gendre du prophète. Donc c'est un lieu vraiment extrêmement important pour eux. On est à Najaf. C'est un big lieu de ouf, donc on est très content d'être là. La mosquée elle est absolument sublime. On va essayer de filmer, on n'a pas pris de caméra, donc en théorie ça devrait mieux se passer. On va pouvoir filmer un peu plus tranquillement en scred. Tout le monde nous parle énormément de cet escalator, ça a l'air d'être genre... Le big deal. Enfin, je faisais que voir sur les applis en mode oui, il y a un escalator, etc. Je sais pas de quoi il parle, et je me suis dit c'est une mauvaise traduction ou quoi. Et non, il y a un putain d'escalator pour monter 50 mètres. Et on peut ajouter que la ville de Najaf en tant que telle est parfois en très très mauvais état. Donc c'est un peu dissonant cet escalator et l'état des rues sinon en fait. On s'est promené hier de nuit et c'est genre catastrophique par endroit. Donc bon, ça c'est à chacun son interprétation. Est-ce que la religion mérite un escalator ou pas? Dieu seul le sait. C'était même pas de goudron. Ouais. C'est quoi ta première impression là?
On est rentré dedans, c'est extrêmement beau, c'est gigantesque. Il y a absolument personne, il y a personne lors des contrôles, alors qu'à Samara c'était genre blindé. Ça a l'air en tout cas très entretenu, et c'est peut-être parce que c'est très récent. Donc j'ai hâte d'aller voir, je suis pas sûr pour aller vraiment dans la mosquée principale, mais on a pu à Samara, donc il n'y a pas de raison. Pour le coup, on visitait un peu la cour. On s'est fait amener à une expo absolument horrible qui retraçait toute la vie de Ali. On a eu un cours d'histoire sur toute la vie de l'imam Ali. Et donc un peu du prophète, mais beaucoup plus légèrement. C'était très intéressant. On avait une personne qui expliquait en arabe, une personne qui traduisait. Et nous, on écoutait, on était 5 autour, c'était super. Et c'était comme ça, spontané. On a appris plein de trucs. Et les gens étaient très agréables, quoi. Même si c'est pas notre religion, genre ça donne envie d'écouter parce que les gens étaient juste gentils. C'était du prosélytisme avec le sourire. Et du coup, ça nous a permis d'en apprendre énormément sur le chiisme. Donc pour ça, merci Lorraine. Alors, cette mosquée, elle a beau être magnifique, elle est moins belle que celle de Samara. Et un jour, on retournera à Samara pour vous filmer cette magnifique beauté de mosquée. Et on s'est vraiment délecté de cette visite. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans la partie des femmes, c'est qu'il y avait vraiment... C'était un espace de rencontre, c'était un espace où les femmes pouvaient manger, où elles pouvaient lire, où elles pouvaient dormir, où elles se rencontraient. Il y a des enfants qui couraient dans les allées de la mosquée et c'est vraiment pas des trucs que j'aurais soupçonné pour un lieu aussi important. Et en fait, c'était hyper détendu. Pour le coup, beaucoup plus qu'à Samara. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai appris ça en faisant des recherches, l'emplacement de ce sanctuaire a été défini au moment où Ali est mort et en suivant du coup sa volonté, on l'a mis sur sa chamelle et on a fondé son sanctuaire à l'endroit précis où la chamelle s'est arrêtée. On s'est ensuite dirigé vers le Wadi Ouz Salam, littéralement ça veut dire la vallée de la paix et c'est un des plus grands cimetières du monde. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui y reposent et en fait ça s'explique parce que tout le monde va être enterré proche du coup de l'imam Ali et c'est très impressionnant, on a pu prendre de la hauteur pour vraiment avoir une vue là-dessus et c'est, j'ai pas envie de dire sublime parce que ça reste un cimetière, mais si c'est très très beau. Ouais, c'est vrai. Bibou, tu as passé une bonne journée? Excellente, parce que Bibou était réveillée. Oui, parce que sinon j'étais morte. Non, ouais, carrément, on a visité, on a au final beaucoup roulé. Et c'était pas chiant comme route. Mais cette nuit qui tombe tôt, là franchement ça s'améliore, il est 17h30. Il y a un moment c'était vraiment 16h50. Genre dans le nord du Kurdistan, là vers le 15 décembre, c'était chiant. Et là tu dis qu'on fait beaucoup de routes, mais parce qu'on va où? Parce qu'on va au Koweït pour le 31 décembre. Et on était au sud de Bagdad, et donc il nous restait bien 600 bornes quasiment. Et 600 bornes avec les routes d'ici, cette voiture et tous les contrôles, c'est très long. Bonjour. Alors là, on est à Samawa, pas Samara, Samawa, autour de l'ancienne ville de Uruk. Ça date de moins 4000, c'est quand même plutôt vieux. Ce gros tas de sable, c'est en fait la première ville du monde et surtout le berceau de l'écriture. Et en faisant des recherches, il y a une petite légende sur l'invention de l'écriture qui est associée à ce lieu. Donc on va se faire le plaisir de vous lire tout ça. Enmerkar, le roi d'Uruk, vers 3500 avant Jésus-Christ, envoya un messager chargé de réclamer des matériaux précieux qui lui manquaient. Le messager dut effectuer plusieurs allers-retours entre 2 cités séparées par 7 chaînes de montagnes. Mais au bout de quelques voyages, l'envoyé d'Enmerkar, fatigué, fut incapable de répéter un message qui était trop long. Alors, le seigneur d'Uruk écrivit ses volontés sur une tablette d'argile. Il lissa l'argile avec les mains en forme de tablette et y déposa ses paroles. Pour être complètement honnête, la visite était quand même assez médiocre. En fait, c'est quand même du coup un tas de sable, c'est genre un peu difficile de se représenter ce que c'était avant. Il y avait quand même de très belles parties conservées, notamment des briques bleues absolument dingues qui étaient récemment excavées. Mais du coup, on n'a pas appris grand chose sur Uruk.
Et surtout, il n'était pas guide. Ouais, non, Je complètement. pense qu'il était juste, il parlait pas un mot d'anglais et en fait c'était juste un des gardiens du site. Et donc en fait les guides sont arrivés bien plus tard et il y a aussi donc des fouilles allemandes sur ce site-là précisément. On est quand même content d'y être passé, Ouais. mais c'est vrai que si on avait pu se passer de cette personne, c'est pas plus mal. On n'aurait pas appris beaucoup plus de choses. Ouais. Come with me, the thief replied, I'll show you a land that's free, where no doors ever closed unto the lights of me. For just as you Et voilà les bibous, avec tout ce vent, on termine la vidéo ici. C'était le 3e et dernier opus de notre voyage en Irak. On espère que ça vous a plu. De notre côté, c'était un des plus beaux pays qu'on a visité. On espère y repasser, mais avec la guerre, c'est un petit peu en question. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. D'ici là, les choses auront peut-être évolué, on ne sait pas. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à mettre un commentaire pour dire que vous nous trouvez géniaux. On vous retrouve dans 2 semaines avec une vidéo en Arabie Saoudite, ça y est. D'ici là, portez-vous bien. Bisous les bibous. Est-ce qu'on s'est douché depuis qu'on a dit qu'on s'était pas douché depuis longtemps? On s'est jamais douché en Irak fédéral. On est resté Tarin t'a donné la réponse.